Bonjour, merci d'être venu. Donc l'idée c'est de parler de Blender pour un peu autre chose que l'illustration, on va dire, ou le photoréalisme comme on fait d'habitude. Et donc je l'ai appelé le charme discret de Blender pour l'illustration technique. On va voir si c'est si discret que ça, et puis si c'est si charmant que ça. Bon voilà. Donc je vais commencer par me présenter brièvement, parce que ça peut valoir le coup pour que vous compreniez d'où je viens. Donc voilà, je suis auteur bénévole pour une association qui s'appelle Zest de Savoir. En fait, on est un éditeur en ligne en gros. Et moi, je ne suis pas artiste ni 2D, ni 3D, ni rien du tout, même si j'aimerais beaucoup. Mais en fait, j'ai voulu illustrer mes cours. Et en fait, je ne suis pas trop satisfait des fois parce qu'on trouve de tout fait ou ce que je pourrais faire moi-même, on va dire, en bricolant dans un logiciel quelconque. Et du coup, j'ai fini par sortir, on va dire, un peu l'artillerie lourde. Et je me suis intéressé du coup à Blender parce que souvent les rendus sont très qualitatifs, etc. Donc, petit sondage. Qui connaît déjà Blender dans la salle? Bon, voilà, ok, tout le monde quasiment. Ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un logiciel de modélisation 3D édité par la Blender Foundation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des choses avec? Bon, moi évidemment, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de l'art avec? Moi j'ai essayé. Ou du rendu photoréaliste peut-être? Moi j'ai essayé aussi. Ouais. Et donc voilà, ça, le rendu artistique ou photoréaliste, c'est l'usage le plus courant, c'est ce pourquoi c'est connu. C'est utilisé aussi pour les jeux vidéo, les films d'animation, les effets spéciaux, etc. Donc là, par exemple, ça, c'est je ne l'ai pas regardé, mais je sais qu'il existe. C'est un court-métrage qui a été fait par le Blender Studio, donc le studio officiel de la fondation Blender, qui s'appelle Charge. Et en fait, ils ont bossé sur le photoréalisme. Donc ça, c'est un personnage du jeu, donc il y a plein d'effets de lumière, la peau, transparence, machin, tout ce qu'on veut. Mais du coup, on ne va pas du tout parler de ça. On va parler de l'illustration technique. Et donc en fait, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Donc, je ne vais pas vous faire une description encyclopédique parce qu'en fait, j'ai essayé de trouver des définitions et je n'ai pas tout compris. En fait, ça couvre beaucoup de choses, donc l'idée, c'est plutôt de donner des exemples. Comme ça, on n'a pas besoin d'essayer de définir le concept exactement. Mais en gros, c'est tout ce qui n'est pas décoratif ou esthétique ou illustratif, etc. Et donc, c'est des illustrations, à dire des dessins qui vont essayer de montrer des choses, faire comprendre, illustrer un sujet, en général technique, et avec des détails, des choses, en fait, on va dire, qui ne sont pas liées forcément à la réalité. Donc j'ai préparé quelques exemples. Donc voilà, par exemple, ça c'est de l'illustration technique. Par exemple, là, c'est une catégorie, on va dire, c'est la visualisation d'objets mathématiques. Donc ça c'est un Tor, donc en gros c'est un anneau en 3D, quoi, voilà. Et mathématiquement, ça c'est quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Pour un mathématicien, le Tor, il va donner une définition, il va dire c'est très bien, c'est un Tor. Mais quand il est en cours avec ses étudiants, il a peut-être envie de le montrer, donc il va faire une image comme ça. Et donc c'est un objet à 3 dimensions, là on le représente en 2D, on a envie de montrer un peu les lignes pour qu'on voit mieux la forme, etc. Donc voilà, ça c'est un type d'illustration technique. On voit bien tout, voilà, c'est simple, c'est efficace. Donc il y a des gens qui font des choses très compliquées avec ça aussi. Par exemple, il y a des objets mathématiques très complexes qui sont très durs même à construire, par exemple avec des imprimantes 3D, des choses comme ça. Il y en a, ils font des visualisations comme ça et on peut se promener en 3D dedans. Donc voilà, moi j'ai fait un Tor parce que c'était plus facile. Un autre exemple de ce qui rentre dans l'illustration technique, c'est, on va dire, les schémas techniques. Donc, par exemple, si vous avez déjà monté des meubles Ikea, dans les notices, c'est fait comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est des rendus 3D de leur modèle de meubles qu'ils ont dans leur ordinateur. Donc là, par exemple, c'est un assemblage imaginaire. Donc voilà, il y a un cube avec un axe qui traverse en blanc, et puis il y a un manchon, on va dire jaune. Ça pourrait être, par exemple, un palier, donc une pièce, par exemple, pour éviter les frottements. On peut mettre un axe de roue, quelque chose comme ça. Et donc là, on voit qu'il y a 3 pièces et qu'elles s'assemblent. Donc voilà, c'est un type d'illustration technique. Ça sert à montrer finalement comment c'est fait. Et là, par exemple, c'est en perspective cavalière. C'est que dans la vraie vie, en fait, vous ne pouvez pas voir ça avec vos yeux. Hein. C'est pas possible physiquement. Et mon troisième exemple, voilà, c'est l'illustration pédagogique. Donc par exemple, si vous avez déjà fait un cours un peu de physique, là, je sais pas, à la fac ou typiquement là en première, deuxième année d'école d'ingénieur, tout ça, vous avez peut-être fait des cours de physique, de thermodynamique, et ils vous parlent du piston, le gaz parfait, ça s'échauffe, tout ça. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est une petite animation qui est faite dans Blender, du coup, et où on a le piston, etc. Et puis le gaz change de couleur. Donc quand il est violet, il est froid, quand il est jaune, il est chaud. Et donc ça, c'est un type d'illustration à dire technique. Voilà, c'est à visée pédagogique, et ça sert à montrer des choses. Donc voilà, du coup, j'ai montré des exemples. La vraie question, c'est comment on fait. Toujours la version courte, parce que en fait, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est un peu ça la réponse. Mais l'idée, c'est plutôt d'imiter des styles courants, parce que ça va être des choses qu'on voit et qu'on a envie de faire nous-mêmes. Donc dans Blender, il y a pas mal d'options, même si c'est spécialisé pour le photoréalisme ou l'art qu'on peut utiliser. Et donc la première qui est intéressante,
c'est changer la perspective de la caméra. Donc dans Blender, la caméra, on va dire c'est toujours pareil, on prend une photo d'une scène 3D en fait, même si bon, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Le classique, c'est d'avoir la perspective classique, donc comme une caméra normale. Il y a des lignes de fuite, hein, on le voit par exemple, sur le screenshot, les carrés deviennent plus petits et les lignes se rapprochent. Mais on peut aussi faire des perspectives cavalières, comme sur les schémas que j'ai fait avant, en fait la plupart sont en perspective cavalière. Et là, en fait, dans ce cas-là, les lignes sont parallèles jusqu'à l'infini. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais c'est très pratique, par exemple, pour montrer les schémas d'assemblage, justement, où les choses alignées vont être vraiment alignées. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voyez deux choses dans un schéma, comme j'ai fait avant, qui sont parallèles sur le papier, en fait, ils sont parallèles dans la réalité aussi. Alors que sur un dessin, normalement, en fait, les lignes vont se rejoindre. Après, on peut aussi jouer, du coup, avec l'environnement, la lumière, les matériaux, donc toutes les choses qu'on utilise pour représenter la réalité. Dans Blender, par exemple, il y a des matériaux qui vont avoir des reflets, émettre de la lumière, par exemple, pour faire des lumières dans des LED, par exemple, qui seraient dans un meuble, on peut imaginer des choses comme ça. Rugosité de surface, indice de réflexion, tout ça. Et en fait, pour l'illustration technique, la plupart du temps, on peut s'en servir si on veut, mais ça ne sert à rien. Par contre, on peut faire des choses comme des matériaux qui sont entièrement transparents, qui n'existent pas. Donc, par exemple, là, sur l'image de gauche, c'est un rendu photoréaliste que j'ai fait, c'est une pointe de flèche d'arc sportif. Voilà. Donc ça fait à peu près cette taille-là. C'est usiné, machin, donc là, on ne voit pas les lignes d'usinage, c'est trop petit, mais je les ai faites avec une texture, je me suis très bien amusé. Et en fait, là, du coup, à droite, on a la même chose, c'est le même modèle, donc c'est vraiment la même modélisation, j'ai changé tout. Donc j'ai enlevé, il n'est plus posé sur un plan, le monde, il est entièrement blanc, alors que là, en fait, il y a un skydome. Donc un skydome, en fait, c'est une photographie 360, quoi, qui sert souvent à avoir des reflets réalistes, parce que si on ne met pas d'environnement, en fait, nous, on est très habitué à avoir des reflets de la pièce, par exemple, qui nous entoure. Quand on n'en met pas, en fait, le rendu est très moche. Et du coup, quand on est en rendu technique, là, il n'y a rien. C'est-à-dire que j'ai mis des lignes extérieures, donc on voit les arêtes. On peut le faire facilement dans Blender. Le matériau est entièrement transparent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'ombre, etc., etc. Bon, j'en passe. En gros, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire des matériaux animés, par exemple. C'est le cas pour l'exemple d'avant. Et il y a beaucoup de liberté, en fait, et de fonctions auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont là, présentes. Du coup, hop, en pratique, ça donne quoi? Donc là, c'est l'instant démo. On va voir si j'ai bien révisé ma copie. Je vais vous montrer un peu en direct comment on fait, juste pour vous montrer, donc avec un exemple très simple. Donc je vais démarrer Blender, espérer que ça ne crache pas. Et puis, on va dupliquer l'écran parce que sinon je ne vais pas réussir à survivre au torticolis. Voilà. Tellement Blender et de mémoire. Est-ce que vous voyez bien? Parce que c'est quand même un peu sombre, comme c'est gris Blender. Ouais, ça va? Ça va, mais au premier rang, ça marche bien. Au premier rang, ça va. Je vais vous raconter ce que je fais de toute façon. Et les menus sont tout petits. Donc voilà. Donc là, dans Blender, là, on peut déjà faire un rendu si on veut. Alors c'est très grand, donc évidemment, il ne faut pas faire ça. Parce que mon ordinateur est très peu puissant. Donc on va commencer par faire la première option qui est juste pour les besoins de la démo, qui consiste à changer la taille pour que ce soit tout petit. Et comme ça mettra 1 seconde. Ce sera un peu petit pour vous, mais voilà. Donc l'idée, c'est que ça ressemble à ça. Ça, c'est le cube de base dans Blender, tout le monde le reconnaît. Là, il est en perspective normale, on va changer ça. Et en fait, finalement, c'est une option de la caméra, ce que je vous disais tout à l'heure. Perspective orthographique. Donc c'est le nom pour... ça n'a rien à voir avec la grammaire, tout ça, mais c'est le nom pour la perspective cavalière. Et du coup, en fait, là, on voit que la perspective a changé. Et quand on fait le rendu, voilà. Là, le cube, c'est à 90 degrés maintenant. C'est un peu subtil, mais ça y est. Donc là, mon cube, il flotte dans un vide intersidéral gris, qui est assez moche. Moi, j'ai envie qu'il soit dans le blanc. Enfin, c'est lié un peu à la manière dont les couleurs sont rendues, etc. Il y a des trucs un peu avancés là-dessus, je ne vais pas m'étendre. Mais du coup, je décide que le monde est blanc. Et puis, je vais monter un peu la luminosité, on va dire, de l'environnement. Et donc là, je me retrouve avec un cube qui est dans un fond blanc totalement lumineux. Donc on ne le voit plus vraiment, mais ce n'est pas très grave. Il est toujours là. Et de toute façon, si on ne le voit pas, ce n'est pas grave, parce que je vais l'effacer du monde. Pour justement faire un matériau invisible, on va faire en fait un peu la même chose que la pointe de flèche. Donc, j'étais où? J'étais dans Shading. Donc Shading, du coup, c'est tout ce qui est matériaux, etc. Donc dans Blender, ça marche avec des petits nœuds. Et donc là, on voit qu'il est blanc, tout ça, c'est envoyé vers la sortie voilà, du système. Moi, je mets alpha 0.
Voilà, le matériau est entièrement transparent, donc le cube va devenir invisible. Alors là, il est encore là, c'est un peu étrange, mais je me suis peut-être planté, hein, qui sait. Ah non, c'est parce que j'ai mal cliqué, regardez. J'ai mal appuyé. Là, il n'y a plus rien, il n'y a vraiment plus rien. Et du coup, voilà, tout ce travail pour ne rien voir. Mais, par contre, c'est là que le truc intéressant commence. Moi, j'ai envie d'afficher les arêtes. Donc, il y a plein de techniques pour le faire. Moi, j'utilise la technique facile. Donc, concrètement, il y a quelque chose qui s'appelle Freestyle dans Blender. C'est dans les options de rendu. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Freestyle, mais en gros, ça sert à dessiner en fait les arêtes. Et ensuite, une fois qu'on l'a activé, il y a un menu qui apparaît ici, qui s'appelle aussi Freestyle. Il y a beaucoup d'options. Et on va laisser les trucs par défaut pour la plupart. En fait, il y a plein de systèmes de détection, de silhouettes, de contours, etc. Moi, dans mon cas, je pense que ça va fonctionner avec les trucs par défaut. Donc là, bam, le cube réapparaît. Alors c'est un peu ténu, évidemment, et petit, mais là, en fait, il affiche les arêtes. Je vais pouvoir regrandir un peu l'image parce que je pense que vous allez trop avoir de... On va mettre 40%. Voilà, c'est mieux. Moi, j'ai une carte graphique intégrée dans mon PC, donc c'est... Les gens qui ont un vrai ordinateur, c'est instantané, hein, ça. Donc voilà, donc là, on a le petit cube en perspective. Et le moment un peu où moi j'aime bien, c'est que on a envie de faire un peu le cours de maths, là, comme au collège. Donc, on pourrait montrer les lignes invisibles. Alors du coup, c'est super facile à faire. Donc là, j'ai les lignes visibles, finalement. J'ajoute un deuxième jeu de lignes. Je ne vais pas renommer parce que j'ai un peu la flemme. Mais dans la vraie vie, en fait, ça aide à suivre ce qu'on fait. Si tout a des numéros, ça ne marche pas. Et en fait, il suffit de mettre caché. Et donc là, il va me dessiner aussi les lignes cachées. Oh là, pardon. Toutes mes excuses. Donc là, on voit que c'est caché. Donc on voit aussi les lignes de derrière. Et il y a pas mal d'options. En fait, on peut aussi, finalement, on peut choisir lesquelles on veut. Il y a moyen en fait, de sélectionner à la main les lignes qu'on veut. Donc par exemple, c'est des gens un peu artistes, ils vont faire ça, choisir des jeux de lignes, par exemple, qui vont être renforcés pour certains effets visuels. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Et comme c'est lignes cachées, j'ai envie d'utiliser le petit style, les petites options de style. On va mettre en fait une ligne pointillée. Donc les options, je les ai apprises par cœur. C'est pour ça que je sais que 4, ça rend bien. Et dans ce cas-là, les lignes cachées vont être en pointillé. Voilà, paf. Et donc le dessin que j'ai fait tout à l'heure, que je vous ai montré, en fait, je l'ai fait comme ça, c'est allé très vite. Alors en fait, j'ai eu plein de bugs, donc ça, voilà, mais c'est pour d'autres raisons. Là, c'est une forme simple. Il y a des petites subtilités qui se glissent quand on a, en fonction de comment est faite la forme, parce que l'algorithme qui détecte les arêtes, enfin bon, je vous passe les détails, mais parfois c'est moins facile que ça en a l'air. Mais à la fin, on y arrive toujours. Et donc finalement, une fois qu'on a ça, moi je m'étais dit, j'aimerais bien que ça soit que c'est un style croquis. Et en fait, on peut le faire. Donc il y a des modificateurs. Donc, dans Blender, il y a quasiment tout qui est customisable, machin. Il y a plein de paramètres, on peut les animer, on peut tout faire. Et du coup, eux, ils ont pensé à rajouter l'option pour avoir en fait du bruit sur les lignes, donc pour les faire bouger. Donc il y a plein d'options, il y en a qui sont sympas visuellement, artistiques, etc. Et je vais prendre mes notes parce que en fait, il ne faut pas se planter, sinon ça rend très moche. 1, 19, 7, 4. Voilà, merci pour votre patience. 1, 19.7 et 4. Hop. Donc là, je l'ai changé pour celui-là, et il faut que je le change aussi pour l'autre. Par contre, on peut pas voir la prévisualisation dans le viewport. Alors ouais, ça on peut pas, avec cette fonction-là. Et ou alors j'ai pas trouvé. J'ai cherché parce que c'est quand même pratique. Je crois que c'est lié un peu à la manière dont, C'est après le rendu. ouais, dont les passes de rendu elles fonctionnent. Là, comme c'est très rapide, ça se voit pas, mais en fait, là il fait le rendu, et après en fait il dessine les lignes dans une passe qui est après. Donc il y a plusieurs passes de rendu et ça se fait après. Et donc voilà, là c'est la petite démo. J'ai fait le style voilà, un peu, on va dire, crayonné. Donc par exemple, ça pour l'illustration, un cours de maths, par exemple, ça peut être sympa. Genre l'idée, c'est pas de montrer un truc exact. Il y a pas mal de gens qui aiment bien, XKCD par exemple le fait, si vous connaissez. C'est montrer aux gens que c'est un dessin, en fait, que c'est pas une vraie courbe mathématique ou quoi. Et donc ça, c'est sympa. Donc voilà, ça c'était un peu la démo. Ça c'est une première démo, j'en ai préparé d'autres. Donc ça c'est voilà, le rendu, un peu perspective cavalière, style dessin. On peut faire énormément de choses. On peut changer l'épaisseur, la couleur. On peut changer l'épaisseur en fonction de la progression sur la ligne. On peut faire des lignes ondulées comme on veut. Enfin, il y a vraiment beaucoup trop d'options pour parler de tout. On peut utiliser des textures pour les lignes.
Donc en fait, les possibilités sont très très larges. Et notamment parce que ce module-là a été fait initialement pour en fait, les rendus cartoon, où il y a beaucoup de, voilà, de choses, de traits, bande dessinée, etc. Et il y a une autre fonction qui s'appelle Grease Pencil, donc fusain quoi, en français, qui permet de faire la même chose. J'essaie de m'en servir, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais il y a des possibilités encore plus larges si on sait s'en servir. Donc ça, c'est la première démo. Donc la suite, c'est... Pour info, les lignes freestyle, on les peut les sortir en SVG pour les éditer après dans les... Ouais, il y a plein de... Oui, oui. Super pratique. Il y a pas mal de trucs, on peut sortir beaucoup de choses. Ouais, et, en fait, Blender, ils ont commencé en logiciel 3D, ils font énormément de fonctions pour l'animation 2D. Donc il y a des dessins animés qui sont faits dans Blender, voilà, en 2D purement. Il n'y a pas de modèle 3D dedans ou très peu. Des fois, c'est les décors, tout ça. Mais donc en fait, les gens vont dessiner, repasser, modifier, déformer, etc. Juste en fait des plans. Et voilà. Donc quelques exemples en plus. Donc là, on a montré un peu le rendu de base. Là, c'est sympa. Par exemple, si on veut des trucs statiques. Moi, j'aime bien quand ça bouge aussi, avec on va dire les moyens modernes un peu de communication, Internet. On peut faire sur les sites web, on peut mettre des animations, on peut mettre des vidéos, etc. Donc moi, j'ai fait une petite animation que vous avez vue tout à l'heure. Je vais vous montrer le fichier à quoi il ressemble, pour vous expliquer un peu les fonctions finalement que j'ai utilisées dedans. Donc ça, c'est le piston de tout à l'heure. Si on le met en comme ça, voilà. Là, on voit qu'il y a les couleurs, etc. sur le fluide. Et en fait, du coup, pour ça, j'utilisais les fonctions d'animation de Blender. Donc dans Blender, en fait, l'animation, c'est pas que le mouvement. En fait, on anime des propriétés. Bon, concrètement, ça veut dire qu'il y a les 3/4 des trucs qu'on voit à l'écran qui peuvent être en fait modifiés au cours du temps pour une animation. Donc dans ce cas-là, moi, j'ai en fait fait, donc je vais aller dans le bon onglet, ça sera plus facile, mais j'ai fait une animation pour la position du piston, c'est comme ça qu'il bouge, et en fait c'est cette animation-là qui va piloter le reste. Donc l'animation de mon piston, en fait elle pilote la taille du gaz, parce qu'en fait ça c'est un bloc, en fait, voilà, c'est un rectangle, et il pilote aussi le changement de couleur. Donc on peut faire ça assez facilement. Et ensuite, tout fonctionne. Ouais, t'as une question? C'est un plan 2D là ou... Alors, est-ce que c'est un plan 2D? Justement, j'allais en parler. C'est en perspective cavalière. C'est-à-dire qu'en fait, tant que les bords sont droits, je fais ce que je veux. Mais en pratique, c'est ça. Voilà. J'avais fait une première version pour cette conférence qui était effectivement en fait, en 3D mais coupée. C'est pas mal aussi, on peut voir les ombres et tout. En plus, c'est des choix, hein, tout ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas de... J'aurais pu juste faire des trucs plats, 100% plats, ça aurait marché aussi. Là, je l'ai gardé comme ça voilà, par hasard, un peu, on va dire. Voilà. Et donc, finalement, Blender permet aussi de visualiser des animations directement. Donc, évidemment, là, ça ne marche pas. Et vous l'avez vu tout à l'heure. Le gag, c'est si vous n'avez jamais fait d'animation, en fait, Blender, c'est chaque image. Chaque frame est une image. Donc, par exemple, si votre PC est comme moi, ça prend 2 heures. Et on peut ensuite utiliser, moi j'ai utilisé FFmpeg pour faire une vidéo de ça. Et on peut s'amuser beaucoup avec et c'est à peu près illimité. Et en fait, on peut exporter les trucs d'animation dans Blender. Et c'est la partie suivante qui est assez intéressante. C'est que j'ai fait une animation interactive. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et il faut que je vérifie qu'elle est lancée. Ok, elle n'était pas lancée, donc comme ça c'est... Ouais, vas-y. Il y a un avantage à avoir sorti toutes les images et pas directement une vidéo. Ouais. Ça permet par exemple de faire du post-processing sur les images dans d'autres outils. Voilà. Par exemple, là on peut faire un fond transparent dans Blender. Donc petite animation, localhost, machin, voilà. Donc c'est la même que tout à l'heure, à quelques défauts près. Donc là j'ai choisi de contrôler la position avec le piston. Il y a un peu de JavaScript derrière, c'est avec 3JS. Donc en fait tout le modèle là je l'ai juste importé. Il y a quelques petites modifs à faire, il y a 50 lignes de JavaScript là. Donc il n'y a quasiment rien et ça m'a pris je sais pas une demi-heure, alors que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Du coup c'est du PNG là qui défile? Non, c'est du rendu 3D avec 3JS. C'est-à-dire que ça pourrait être... Je sais pas comment ça marche, je t'avoue, j'en sais rien. Mais ils utilisent API. Donc voilà, voilà pour moi, j'ai fini. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Toi, tu as une question? Du coup,
sur le rendu final, donc l'élément interactif final avec Three.js, donc on est bien d'accord que ça marche avec absolument n'importe quel objet Blender animé, y compris en 3D, parce que là l'exemple était du coup de Ouais, référence pour le... c'est ça. Genre en fait, c'est un truc de 3D. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des jeux vidéo avec cette bibliothèque-là. Et tu n'as aucun problème en fait pour mettre quasiment tout ce que tu veux. Alors il y a des limitations quand même. C'est-à-dire que le fichier d'export, en fait, il peut contenir les animations, mais en fait Blender il anime vraiment quasiment tout. Et le fichier ne gère pas tout. Donc par exemple, là la couleur est animée dans ma démo. Ici, là, quand on change la position, et ça j'ai dû le refaire. Voilà. Oui, D'ailleurs, si vous êtes attentif, vous verrez que la palette de couleurs n'est pas la même en fait que l'autre. J'ai fait une version simple. Ouais. Mais du coup, c'est ça ma question, c'est là, l'animation que l'on voit, c'est tu l'as refaite dans Three.js ou tu as réutilisé l'animation que tu avais déjà faite dans Blender et là tu récises quel keyframe tu veux. Alors, est-ce que j'ai refait l'animation Donc là, comme c'est interactif, je l'ai refait. Okay. Mais sinon, tu peux avoir juste l'animation brute et ça fonctionne. Oui. Donc là, je l'ai refait parce que pour l'interactivité, toi, tu interagis avec le navigateur, etc. Donc il y avait là-bas d'abord. Est-ce que tu peux recommander des ressources pour apprendre à utiliser Three.js ? Non. je suis désolé. Je sais qu'il y a des trucs pas mal sur internet. Il y avait, c'est quoi, Blender Guru, il s'appelle, je sais plus, des trucs comme ça, qui est pas mal pour aborder le sujet. Et après, moi, j'ai appris au fur et à mesure et j'ai commencé il y a longtemps. Et je pioche selon mes besoins, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais je ne conseillerais pas celui-là parce que je ne l'ai pas testé. Voilà. Ah oui, on l'a pas testé. Et voilà, sur Zest de savoir, apparemment, on a un cours sur Blender. Voilà, donc, qui est un petit peu ancien. J'ai peut-être commencé avec il y a longtemps, mais ouais, ça a beaucoup changé en plus ces dernières années, donc à voir. Donc il y avait, ouais. Moi, c'était pour savoir le temps que tu avais mis, mais tu as répondu avec des années, pour justement arriver à faire à prendre un même Blender et faire des animations. Moi, j'avais essayé, par exemple, pour tout ce qui est technique. Ouais. Et je me suis rabattu sur FreeCAD. Bah, ça dépend le besoin que tu as, ouais. C'est-à-dire que moi, FreeCAD, alors, il y a des modèles 3D que vous avez vus qui sont faits avec FreeCAD. Par exemple, l'espèce de petit axe avec le cube, je l'ai fait dans FreeCAD. Et après, je l'ai exporté dans Blender. Mais en fait, moi, le FreeCAD, je m'en suis déjà servi pour faire de la modélisation technique, etc. Et on peut avoir des rendus 3D avec, mais je trouve qu'ils sont pas beaux ou pas faciles à régler. Et donc, j'ai rebasculé de l'autre côté, mais c'est parce que je connaissais déjà Blender, ça. En partie. Bah, je sais pas. En fait, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer, mais ça peut être quelques heures si tu connais rien et que tu vas droit au but, quoi. Mais moi, j'ai tendance à partir dans des circonvolutions et me perdre pendant des heures dans des trucs qui ne sont pas mon objectif. Et du coup, c'est plus long. Mais là, par exemple, les choses que je ne connaissais pas là-dedans, c'était il y a un système de driver, donc c'est des propriétés pilotées par une autre. Dans Blender, je l'ai dû l'utiliser pour la couleur et pour la taille du fluide. Voilà. Donc, mais j'ai cherché juste en mode est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Et donc pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Blender, l'ordre de grandeur, sans être forcément précis, c'est quelques heures, une journée. Ouais, quelques heures, une journée pour faire des trucs simples, avec un bon tuto quoi, qui va un peu droit au but. Okay, quel moteur de rendu qui a permis de sortir les images? Alors j'ai choisi Cycles, donc dans Blender il y a différentes options. Cycles, c'est celui qui est utilisé on va dire plutôt pour le rendu photoréaliste, qui est très lent, donc c'est aussi pour ça que c'est un peu lent sur mon PC. Enfin, il n'est pas très lent, il est plus lent. Et il y a d'autres options dans Blender, il y a Eevee qui est plutôt pour le rendu, on va dire, temps réel, qui est utilisé dans la fenêtre de visualisation elle-même. Voilà. Et donc, dernière question apparemment, ce sera toi. Est-ce qu'il est possible de mettre de la flotation? Ouais, on peut, ouais. Bah, par exemple, on pourrait le faire avec... alors dans Blender même, sans l'automatiser, c'est un peu compliqué. Parce que faut bien mettre la bonne position et ça ne va pas être rattaché automatiquement. Mais on peut mettre du texte qui va être rendu, on peut le rattacher aux objets, on va dire en position, etc. si on veut, avec voilà, les fonctions de Blender. Et on peut aussi le faire programmatiquement, parce que Blender est scriptable avec Python. Donc c'est-à-dire que si on veut une cote, qui est genre dans un autre fichier ou je sais pas quoi, on peut très bien dire écrire une fonction qui dessine des cotes sur un certain plan, etc. Mais ça revient à reprogrammer quelque chose. Alors moi, je n'ai pas regardé, mais par contre, il y a des extensions dans Blender, des modules, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a peut-être des gens qui ont déjà fait ça. Et du coup, c'est faisable. Voilà. C'est soit soi-même, soit machin, selon son besoin. On pourrait remplacer facilement SketchUp avec ou pas? Non, c'est pas fait pour... Blender, c'est quand même fait pour le rendu, on va dire, visuel, vraiment.
Et dès que tu as besoin de faire de la modélisation précise avec des cotes, des dimensions, en fait, ça va être plutôt FreeCAD, SketchUp, des choses comme ça, ou qui sont en fait paramétriques, ça s'appelle. C'est-à-dire que, par exemple, un cylindre, c'est une hauteur avec un diamètre. Dans Blender, un cylindre, c'est un ensemble de faces qui sont genre là. Donc, si tu veux. Je connais moins SketchUp, mais voilà. J'ai vu qu'il y avait des projets de faire des plugins qui permettaient de rajouter ça dans Blender, notamment depuis qu'il y a l'apparition des Geometry Nodes. Ah oui, c'est vrai, ça, ouais. J'ai oublié le nom du projet, mais j'ai vu qu'il y a un projet qui avait l'air un peu avancé qui faisait ça. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des projets comme ça parce qu'il y a des méthodes de modélisation qui ne sont pas justement par mesh, pas par face, mais par définition de surface, des choses comme ça. Et Effectivement, Blender pour de la CAO, ça marche pas. il y a des gens que ça intéresse, donc il y a des choses qui se font, mais c'est pas le cœur de Blender, quoi. Donc voilà, j'ai atteint le temps final, je crois. Ah bah voilà, vous avez le droit de poser toutes vos questions finalement. Ouais. Comment tu exportes FreeCAD à Blender? Je sais plus comment j'ai fait. Et du coup, ouais, j'ai exporté FreeCAD vers Blender. Dans FreeCAD, tu as des différents choix d'export. Et il y en a en fait qui sont déjà des meshes que Blender va pouvoir prendre tout seul. Donc il y a Step, je crois, Obj peut-être, mais c'est un peu has-been. À l'époque, il y avait certains objets qui supportaient aussi le FBX, même si le FBX. Ça, j'ai jamais testé. Mais je crois que j'ai pris le point Step et après Blender le mange. Et le mesh est horrible. Genre, faut pas le regarder. C'est le problème du step, le mesh est horrible. Faut pas, mais ça suffit quand on change pas la forme. Avec le freestyle, du coup, il va reconnaître par exemple quelles sont typiquement les lignes que tu n'as pas spécialement envie d'afficher parce qu'elles sont juste là pour la construction visuelle. Celles qui représentent vraiment un edge qui t'intéresse. Ouais, ça j'ai touché un petit mot dessus. En fait, on peut choisir. Il y a une reconnaissance automatique qui existe effectivement des arêtes, on va dire, d'intérêt, quoi. Donc la silhouette, le contour, les endroits où il y a des vallées ou des crêtes. Et on peut, si on veut faire autre chose, en fait, sélectionner à la main, dans Blender, des arêtes, les marquer comme arête freestyle, et après celui de cocher une case ailleurs, et puis il va les dessiner en fait par-dessus. Donc il y a des cas où c'est intéressant, quand la géométrie est un peu compliquée et qu'on veut vraiment que certains trucs. Et après, il y a des astuces pour avoir différents jeux d'arêtes marquées, etc. Bon. Donc, je sais plus, il y avait toi. Est-ce que tu as déjà testé OpenSCAD? Non, j'ai pas déjà testé OpenSCAD. Je sais que ça existe. C'est assez marrant. Moi, j'ai l'impression que c'est la 3D pour les développeurs informatiques. Tu sais. Ils veulent pas, ils aiment bien genre choisir les valeurs eux-mêmes, tout ça. Mais je trouve ça intéressant. Je sais que ça existe. C'est pour les trucs simples comme ça. Ouais, c'est parfait. Ouais. Mais je t'avoue, après, comme j'utilise un peu FreeCAD, toi, si je dois genre écrire 10 lignes de code pour faire 3 trucs, je préfère faire ajouter, esquisse, carré, machin, puis ça marche pour moi, quoi. Voilà. Chacun fait son truc. Donc voilà, d'autres questions? Non, c'est la fin? Bien, merci.